Merci. Eh bien, merci bien d'être présents, toutes et tous. Merci à nos invités. On a une petite heure, on n'a pas 1h30, enfin on a 1 heure pleine. On va consacrer 3/4 d'heure à nos invités et on vous laissera 10 minutes pour poser vos questions ou vos réflexions. Alors, juste en introduction, en préparant, là, je me disais, tiens, on l'oublie un peu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on est à peu près à 18 ou 19 jours de la conférence mondiale des Nations Unies sur le climat, qui a lieu, pour ceux qui ne le savent pas, à Dubaï. Là, peut-être Jordi, peut-être non. La conférence mondiale des Nations Unies sur le climat a lieu à Dubaï, avec un président qui va présider cette conférence, qui est le sultan Al-Jaber, qui est président aussi de la compagnie pétrolière gazière émirati, je crois, Enbo, je crois que ça s'appelle comme ça. Et comme on n'a pas été, en tout cas les lanceurs d'alerte, on n'a pas été invités à cette conférence, donc on a déjà essayé, un peu modestement, mais peut-être plus sérieusement, de vous présenter à l'occasion de ces 8e rencontres, eh bien, les débats autour plus particulièrement de la biodiversité et de la nature sur l'environnement. Aujourd'hui, même ce matin, il y a eu une conférence débat sur les défaillances de l'homologation des pesticides. Juste avant nous, il y a eu les risques industriels et la diversité. Et puis là, on est sur quelque chose qui est peut-être, et c'est tout l'intérêt, je crois, d'accueillir nos invités, Francis Graber par rapport à le livre que vous avez publié, L'éloge de l'Alouette, et Hugues Mouret, vous êtes directeur scientifique de Arthropologia, mais sur l'éloge de l'Alouette, on va avoir un regard un peu plus singulier, un peu plus particulier. En tout cas, on va partir de ce petit animal qui est l'Alouette pour, bien évidemment, avec vous deux, élargir le propos. Et avant de commencer, et peut-être justement à l'encontre de ce que je viens de dire, vous donner quelques chiffres justement, pour avoir une étendue un peu du périmètre ou de la surface dont on parle. D'après une étude du CNRS et de l'Université de Montpellier, qui date de mai 2023, 800 millions d'oiseaux ont disparu en Europe depuis 1980, c'est-à-dire 25% de la population. Sur un chiffre qui date un peu plus longtemps, de 2019, aux États-Unis, on estime qu'il y a 3 milliards d'oiseaux qui ont disparu. Et j'ai, dans ma recherche, pour préparer cette rencontre, j'ai vu que Frédéric Giguet, qui est un ornithologue et professeur au Centre d'écologie des sciences de la conservation du musée Homme d'histoire naturelle, nous dit que ça s'est accéléré. C'est-à-dire que depuis 1989, à peu près un tiers des oiseaux des milieux agricoles, vous nous en direz un peu plus ce que ça veut dire, ont disparu. Donc, Francis Graber, pour donc le livre que vous avez publié, vous êtes un habitant du Nord, oui. À Bailleul, en Flandre française. En Flandre française, près de la frontière belge, à mi-chemin entre Lille et Dunkerque. Donc vous êtes fils d'agriculteur, j'ai compris. Oui, ça. Et vous êtes traducteur et écrivain. Vous m'avez dit aussi que vous êtes un spécialiste des écrits des combattants britanniques de la Grande Guerre. C'est ça, oui. Et vous avez publié un premier roman, Ma dernière moisson, On cherche midi, en 1994. Et là, on vous reçoit pour justement l'éloge de l'Alouette, que vous avez publié aux éditions Arléa, qui est j'ai commencé à dire, un peu une approche justement pas du tout scientifique, rationnelle, mais qui est une approche sensible, nature writing, comme on dit en bon français, et qui explore justement, parce que ça fait justement la disparition de ces oiseaux-là, entre autres, dans la vie quotidienne, dans le bonheur de la vie quotidienne que ces habitants, qu'on a tous, quoi. Hugues Mouret, vous êtes le directeur scientifique d'Arthropologia, qui vous dit, et qui est une association naturaliste qui s'occupe plus particulièrement des insectes. Je vous en dirai un peu plus. Alors, la présentation de l'éloge de l'Alouette. C'est une longue lettre, finalement, que vous adressez d'une façon un peu surprenante à cette Alouette qui a marqué votre enfance
et qui a disparu, alors on va en parler justement, en tout cas dans votre région, la Flandre, et qui vous pose, qui vous empêche d'avoir la joie que vous aviez enfant finalement. Hein, vous avez envie de retrouver cette joie-là, et vous dites, elle est indispensable. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à ça, à ce regard d'enfant que vous avez, vous, à travers ce livre-là? Oui, effectivement, je pars de souvenirs d'enfance et d'adolescence, des souvenirs très précis qui sont restés très, très vifs en moi. Il suffisait de traverser un champ, de suivre un chemin, on était sûr dans les années 70-80, d'entendre plusieurs alouettes. Voilà. Ce qui n'est plus le cas malheureusement. Donc on les entendait, et c'est vrai que l'alouette est quand même assez particulière dans le monde des passereaux, elle a des caractéristiques qui lui sont propres, notamment son chant, un chant très, très riche, quelques 600 notes, qui peut durer plusieurs minutes, ce qui est quand même assez remarquable dans le monde des oiseaux. Seul le rossignol équivaut à ça en longueur. Un chant qui peut même avoir des variations selon les territoires, voire selon les individus. Donc voilà, un chant d'une grande richesse, très caractéristique. On se promène, on l'entend, voilà, dans le ciel. C'est le seul oiseau, quasiment le seul, qui chante en volant. Voilà, donc il n'y en a pas d'autres. A priori, les autres crient éventuellement, différence entre chant et cri. Le cri est quelque chose d'inné pour l'oiseau. Le chant nécessite un apprentissage. L'oisillon apprend le chant. L'autre caractéristique qui est remarquable chez l'alouette, c'est bien sûr son vol. Un vol ascensionnel très rapide, suivi d'un surplace et d'une redescente en piqué assez brusque, façon kamikaze, elle s'arrête juste avant le sol, voilà, pour rejoindre son nid. D'ailleurs, elle ne descend jamais exactement à son nid, toujours à plusieurs mètres pour les prédateurs, et elle rejoint son nid à pied, on va dire. Ce qui me fait une petite remarque sur l'intitulé de ce débat. Donc on a décidé d'appeler ça « L'alouette n'est plus sur la branche ». Je ne voudrais pas que vous repartiez avec des erreurs ornithologiques en tête. L'alouette ne se pose jamais sur une branche. Voilà. Elle est dans le ciel ou au ras du sol, mais sur une branche, elle ne peut pas, en fin de compte. D'un point de vue anatomique, étant donné que c'est un oiseau piéteur, son doigt arrière il est très rigide, très long, une sorte de brosse, ce qui empêche d'agripper une branche. Voilà. Donc, ceci dit, il faut des comptines, et les comptines d'il y a longtemps, il faut les préserver. Donc, l'alouette est sur la branche, pourquoi pas. Alors, le chant s'appelle le grisole, c'est ça? Alors, plusieurs façons de le dire. L'alouette grisole, tire-lire, il y en a d'autres, turlute, oui, aussi. Donc, il y a au moins 3 termes, il y en a d'autres selon des régions. Ouais. Bon. Est-ce qu'on va peut-être pas entendre cette grisole ou cette turlute? Alors, justement, quand vous inversez, c'est ce que vous n'entendez plus chez vous, et vous dites, en flanc, ça a disparu, on en reparlera, peut-être pas dans toutes les régions, hein, mais vous dites justement, c'était une ambassadrice, l'alouette, mais c'est aussi un signal d'alarme. Hein, le fait que vous ne la voyez plus, vous dites ça, c'est un signal faible. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, je remarque que dans la région où j'habite, l'alouette, alors le mot disparu, on va lui mettre des guillemets, toujours, il y aura toujours des exceptions, il n'y a jamais une disparition totale. Mais s'il faut attendre que les choses disparaissent complètement pour en parler, il y a un petit problème. Donc il y a un déclin très très fort, et de certains territoires, on en voit plus. Hein. Donc voilà, donc c'est une perte. Alors, entre la perte et le manque, moi je franchis un pas. Je veux dire, on peut constater une perte, c'est quelque chose de rationnel, d'objectif. Par contre, si on ressent un manque, ça devient autre chose. Donc le manque est nécessaire de ressentir, disons, l'absence de certains animaux, leur disparition progressive, si elle ne nous atteint pas émotionnellement,
ben, il y a des problèmes. À la limite, je dirais que la lutte écologique a besoin absolument de ça. Elle a besoin de discours scientifiques et aussi d'une imprégnation absolument émotionnelle et très très personnelle. Donc ça, j'ai donné, le livre se veut assez personnel. Parce que c'est très poétique aussi. Hein. Et pas simplement par les citations de poètes. Oui. Cherchez, il y a vraiment un lyrisme hein, qui court et... Alors, pour ce qui est de la forme, oui, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête l'idée d'écrire sur l'alouette, mais bon, c'est bien une idée, mais après, il faut la mettre en pratique. Et donc, il y a 6-7 ans, je suis tombé sur le texte de Romain Gary qui s'appelle « Lettre à l'éléphant ». Un texte magnifique, en 15-20 pages, écrit en 68, où il s'adresse directement à l'éléphant. Et c'est vrai que tiens, ça marche, oui. D'ailleurs, dans la vie, on peut s'adresser aux animaux, si on a des animaux familiers, voilà. Alors aux alouettes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, c'était ça le point de vue littéraire de la forme de la lettre. L'ayant commencé, je dis ça me convient. Ça le fait. Donc on a dit pour que un peu tout le monde comprenne, moi je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis pas ornithologue non plus, et que l'alouette n'est pas en voie de disparition. Hein, alors en France en général, où est-ce qu'il y a une polémique là-dessus? Parce que moi dans la documentation que j'ai cherchée, vraiment c'est une espèce répandue, mais apparemment dans des régions, elle n'est plus là. Oui, les organismes ne sont pas tous d'accord. C'est ça. Voilà, donc elle est considérée comme en danger, en préoccupation mineure, ce genre de choses. Ceci dit, la revue ornithologique britannique BirdLife l'année passée l'a classé oiseau de l'année en parlant qu'il faut assurer sa survie, donc des mots très très forts. Voilà, donc c'est un débat. Si on prend les chiffres, ils sont assez trompeurs, le nombre d'alouettes en France actuellement doit avoisiner peut-être les 2 millions. Et finalement, dans les effectifs d'oiseaux, c'est peut-être pas tant que ça. Le fait est que son déclin, c'est absolument prouvé qu'elle a disparu à 60% depuis 40 ans. Donc c'est un déclin absolument majeur. Le fait est qu'elle n'est pas en voie d'extinction, voilà, pour dire les choses assez simplement. Et alors justement, en tout cas dans votre région, pour vous, c'est qui les acteurs coupables de cette disparition? Même si on va les retrouver un peu partout. Oui, là je suppose qu'on aura les mêmes coupables. Non mais citons-les. Oui, citons-les. Alors, bon, on va commencer par nous peut-être, voilà, hein, tout le monde. Hein. À part ça, évidemment que l'alouette, on pense à la chasse beaucoup. Et c'est vrai que c'est un problème. Ceci dit, la chasse ne va prélever, pour prendre un terme en vogue dans le monde synégétique, qu'une faible partie, disons moins de 10%. La première cause est évidemment l'agriculture intensive, qui est là maintenant depuis quelques décennies. C'est la raison majeure. Le rapport publié au mois de mai, un rapport européen, si je ne m'abuse, fait en partie par le CNRS et l'Université de Montpellier, c'est la première grande étude d'ampleur sur les oiseaux européens qui hiérarchise les causes et les nomme précisément, et effectivement, les pesticides, puisque c'est de ça dont on parle, sont vraiment la première cause du déclin des oiseaux. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Moi j'ai trouvé dans l'Aisne, je crois, une confrérie de l'alouette. Alors, une confrérie de chasseurs, quand même, avant tout, et qui évidemment apporte des solutions positives d'après eux. Et c'est cette coupure dans les champs, finalement, de rétablir finalement hein, la coupure dans les champs avec des barrières végétales, etc. Est-ce que vous connaissez ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors certaines expériences. Pour qu'ils puissent nicher finalement. Oui, voilà. Alors, certaines expériences sont tentées, notamment j'ai lu en Grande-Bretagne où on demandait de façon un peu expérimentale à certains agriculteurs d'arrêter le semoir tous les 100 mètres ou autres pour créer des zones enherbées, disons des micro-friches qui favoriseraient l'alouette. Bon, il est vrai que les résultats sont là. Ça fait revenir un certain effectif. Maintenant, de pratiquer ce type de méthode culturelle au niveau d'un pays, avouons
que c'est vraiment très très difficile. Voilà. Par contre, d'autres exemples, je cite à Berlin, on a un grand parc, le Tempelhof, je pense, qui a consacré une partie du parc pour accueillir l'alouette. Donc le public ne peut pas s'y promener du mois de mars jusqu'au mois d'août, mais les chemins qui longent cet espace permettent d'observer l'alouette, vu qu'elle est souvent dans le ciel. Donc voilà, donc il y a différentes choses, c'est très très difficile. La seule chose qui serait hyper valable, c'est évidemment la nature biologique et la diminution, ou encore mieux l'absence de pesticides, ça c'est évident. Alors vous parliez tout à l'heure de la chasse, hein. J'ai trouvé un article de Péric Boutert dans Le Monde qui révèle finalement qu'avec le ministère de l'Environnement et la Fédération nationale des chasseurs, ils vont autoriser sur 5 départements une expérimentation pour de nouveau remettre en vigueur et continuer les chasses traditionnelles. Et l'alouette est dedans. Hein. Donc c'est incroyable. Il y a des efforts qui sont faits avec ces fameuses barrières, soi-disant. Et puis là, tout d'un coup, on continue une expérimentation, une dérogation, parce qu'elle est interdite, hein, c'est ça? Oui, alors effectivement, alors, le problème de la chasse, les chasses dites traditionnelles, ça fait maintenant une décennie qu'à chaque automne, c'est le même scénario. On a en 2009 la fameuse directive oiseaux européenne qui clairement dit non à ce type de chasse pratiquée chez nous, surtout dans le sud-ouest. Chaque année, le gouvernement trouve le moyen de pondre des arrêtés, des décrets pour contrevenir à cette directive. Bon, je suppose sous la pression des lobbies de chasseurs qui en France sont quand même assez puissants. Et donc chaque année, on a la LPO qui intente des actions en justice pour faire annuler ces décrets. Souvent, ça fonctionne. Par exemple, l'année passée, le Conseil d'État a sanctionné les arrêtés préfectoraux. Cette année, on a une grande nouveauté. On nous a pondu, alors c'est exactement une expérimentation. C'est ça. Voilà, je ne sais pas de quoi en parler exactement. C'est-à-dire qu'on va faire du piégeage traditionnel, avec des filets rabattants, ce genre de choses. Et on va l'entourer d'un témoin, de scientifiques, qui vont juger si cette chasse est vraiment sélective ou pas. C'est très embrouillé. Voilà. Alors, je pense que récemment, les recours qui ont eu lieu, le tribunal de Châlons-en-Champagne et un autre de Bordeaux, je pense des Landes plutôt, a cassé l'arrêt. Voilà, donc on ne pourra pas le faire. Par contre, celui de Pau, lui, l'autorise. Voilà, donc on est chaque année dans une grande confusion par rapport à ces chasses traditionnelles qui concernent d'autres oiseaux que l'alouette, mais qui concernent beaucoup l'alouette. Alors, en confusion, vous exagérez un peu, parce que je vois que le directeur général de la Fédération des chasseurs, il nous dit, pour défendre ces expérimentations, c'est l'ambition d'objectiver le caractère sélectif de ces pratiques. Et donc c'est assez clair. Ça veut dire, on peut traduire. Oui. Je n'y resterai pas. Non, elles vont être tuées. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est vrai qu'on a aussi cette langue, comme le terme prélevé, qui est devenu un grand classique. On ne tue plus quand on est chasseur, on prélève. Oui, très bien. Bon, pourquoi pas utiliser le verbe pour le bien. Voilà, on tue. Hein. Hugues Mouret, vous êtes le directeur scientifique, j'ai dit tout à l'heure, du site Arctopologia. Est-ce que vous pouvez nous dire justement en quelques mots vos actions et le périmètre de quoi vous vous occupez, parce que vous ne faites pas des oiseaux, quoi. Si. Ah bon, voilà. Forcément, tout à fait directement, mais bien sûr, évidemment, parce que les oiseaux se nourrissent quand même en grande majorité ou en quasi-totalité d'insectes. Et donc, sans insectes, vous n'avez pas de plantes, vous n'avez pas de fruits, vous n'avez pas de fleurs, vous n'avez pas de prédateurs d'insectes. Et même les oiseaux qui mangent des graines, qui mangent d'autres choses, en période de reproduction, ils nourrissent essentiellement avec des insectes. Alors ça exclut les oiseaux d'eau et les grands rapaces, mais c'est valable pour la majorité des autres. Je vous rappelle qu'on fait depuis des dizaines d'années de la pêche à la baleine pour des raisons scientifiques, parce qu'évidemment elles sont protégées, et que là l'Union européenne vient aller dans le sens de la pêche électrique, qui aussi est interdite, la pêche à impulsion électrique, mais qui est autorisée pour des raisons de recherche scientifique.
Voilà, c'est un petit peu le même apanage, on va trouver des... Je crois qu'on vous entend pas bien avec le micro, excusez-moi. Et il n'y a pas un autre... Vous n'entendez pas? Non, non. Il n'était pas allumé. Moi, je n'entendais pas qu'il n'y avait pas de retour. C'est là. On m'entend pas. Merci, ouais. Voilà. Bon, c'était juste pour faire un petit lien avec la pêche électrique qui était autorisée pour des raisons scientifiques et la pêche à baleine qui l'est pour, je crois, je vais dire de bêtises, mais Norvège, Islande et Japon. Donc la pêche scientifique. Mais une fois que c'est pêché, par contre, on a le droit de le manger parce qu'il ne faut pas le jeter à la poubelle et donc de le vendre. Voilà. Alors, l'association Arthropogeste plus qu'un site, c'est une association qui a plus de 20 ans, 22 ans maintenant, on est 22 salariés, et on intervient classiquement comme les associations naturalistes de protection de la nature, hein, ce mot insensé qui nous exclut du reste du vivant, sur une alerte, les alertes autour des problématiques et des enjeux de la biodiversité. Donc évidemment, on se concentre sur les insectes, sur les plantes, sur les milieux, sur l'agroécologie, etc. Sur d'ailleurs, arthropologie, c'est un néologisme qui veut dire la science des arthropodes. Alors, les arthropodes, ça vous parle peut-être pas, mais vous connaissez tous. C'est toutes les petites bêtes que vous adorez qui sont recouvertes d'une carapace avec des pattes articulées, c'est-à-dire les insectes, les crustacés, les mille pattes et les arachnides. Voilà, tout ce que vous adorez. Mais on travaille sur beaucoup d'autres problématiques, et notamment sur le partage de savoir technique, de savoir scientifique, l'explication des enjeux auprès d'un public aussi large que possible, des enfants, du grand public, des professionnels, des élus, des journalistes, voilà, c'est assez vaste. Et puis évidemment, tout ça se concrétise par une mobilisation des publics sur des propositions d'actions, de solutions concrètes, au travers de différents leviers. C'est-à-dire, nous, on fait des études naturalistes, on est experts sur des groupes de faune et de flore, de la formation professionnelle, de l'accompagnement des collectivités, des entreprises, etc., au changement de regard et de pratique, et donc de laisser de la place et du temps. C'est pas plus compliqué qu'en fait arrêter de foutre la paix et laisser vivre, c'est pas plus compliqué que ça. On met tout plein de mots et tout plein d'explications pour leur dire de laisser de la place et du temps. On milite beaucoup, alors soit sous forme de plaidoyer, soit sous forme de lobbying, ça dépend en fait vers qui on va parce que tout le monde n'apprécie pas les mêmes termes, mais c'est finalement un petit peu la même chose, et on essaye d'interpeller les publics sur les problématiques, les publics, les décideurs, etc. Voilà un petit peu les champs. Vous entendez? Oui. Non, non, ils là c'est plus... Ah oui, ça y est, ça y est. Si, c'est bon. C'est bon, oui. Ouais, mais tout à l'heure, ça marchait plus. Et vous avez créé, vous êtes dans le Lyonnais, on va dire, c'est ça, dans la région lyonnaise, et vous avez créé avec une autre association, Oikos, un écocentre. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Oui. Cette nécessité finalement d'avoir un lieu un peu plus étendu, quoi, ou qu'est-ce que vous faites dans cette On est basé physiquement dans la région lyonnaise, mais on n'a pas de barrière géographique, on intervient vraiment partout en France et même en Europe occidentale, parfois un peu au-delà, c'est plus rare. Et effectivement, on s'est installé dans un ancien bâtiment en éco-construction de 500 mètres carrés, en construction en bois, isolation paille avec un torchis, de chaux, champs, une serre bioclimatique, bref, un bâtiment d'éco-construction avec une autre association qui s'appelle Oikos, qui est la racine grecque de éco, ce qu'elle dit économie, écologie, on a pris des chemins différents. Et cette association travaille sur l'expertise et la formation à l'éco-construction, la construction à partir de bâtiments, de matériaux écologiques, et l'éco-rénovation, l'isolation, etc. Alors évidemment, l'idée c'est de construire des bâtiments qui soient, alors je vais utiliser ce mot en le dévoyant tout de suite, biosourcés, parce que biosourcé c'est encore une des amalgames dans lesquels vous pouvez avoir 10 éléments, 9 ultra-polluants et 1 naturel, et ça va être biosourcé, donc ça fait un peu partie des termes qu'on utilise et qui sont des termes fourre-tout et qui font croire qu'on fait quelque chose, alors on continue à faire la même chose en mettant un tout petit peu de nature dedans. Et donc l'idée c'est quand même d'avoir des bâtiments qui soient réversibles, parce qu'aujourd'hui 97-98% des matériaux utilisés en construction traditionnelle ne peuvent pas être recyclés, donc partent en déchetterie, on ne sait pas quoi en faire, et puis ça va durer des années, alors qu'en fait on pourrait recycler la proportion inverse, plus de 95% de la terre, du bois, du chanvre, de la laine, etc., de tout ce qui est utilisé dans les matériaux. Et donc c'est un peu l'idée, c'est d'avoir le pendant bâtiment et jardin, parce qu'on a 2 hectares qu'on a récupérés, on a planté 3500 arbres, ça va beaucoup, mais sur 2 hectares c'est pas du tout beaucoup, hein. On parle encore 50 000 arbres, le milliard d'arbres à l'échelle de la France c'est quand même assez peu finalement, et on a creusé 3 mares, etc. Bref, on a reconstitué une diversité d'habitats et de micro-habitats pour y voir revenir justement en quelques années énormément de formes de vie, et c'est là où en fait moi je voudrais appuyer mon propos, mais on va y aller, hein, sur la facilité, la rapidité avec laquelle la nature peut reprendre la place si on lui laisse un peu de place et un peu de temps. C'est juste ça dont elle a besoin, qu'on arrête de foutre les mains et qu'on arrête de l'intoxiquer. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, juste avant d'aller justement vers cette chose un peu d'espérance, on va dire, parlez-nous justement comme on a vu pour les oiseaux, d'une population dont vous vous occupez plus particulièrement, c'est les abeilles.
les dangers là, qui pèsent sur les abeilles actuellement, où en est-on? Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de ça? Oui, mais alors, Francis l'a dit, hein, on va reparler de la même chose quand on va parler de la mort des abeilles, des insectes, des papillons, des grenouilles ou des serpents, parce que finalement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, si vous le permettez, je vais juste redéfinir la biodiversité, pour qu'on soit tous d'accord quand on parle de ce terme-là, et vous listez les causes qui sont finalement simples, hein, et vous allez voir qu'on a des leviers à portée de main assez simples. La biodiversité, pour la plupart des gens, c'est l'ensemble des formes vivantes qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est vrai, mais c'est juste un niveau. C'est-à-dire la diversité des champignons, des fleurs, des bactéries, des animaux, des protozoaires, etc. Très bien. Mais c'est avant tout la diversité des gènes. Et donc ça, c'est le moteur de l'adaptation et de l'évolution. C'est ensuite la diversité des écosystèmes. Les écosystèmes terrestres, lacustres, dulcicoles, marins, montagnards, stépiques, etc. Enfin, je ne peux pas toute la liste. Et donc ça fait 3 composantes et une transversale qui est la résultante de tout ça et qui est le cycle de l'eau, de l'air, du carbone, bref, tous les grands cycles biophysiques qu'il y a sur la Terre. Et donc quand on dit qu'il y a un effondrement de la biodiversité, ça ne veut pas dire un petit peu moins d'oiseaux, d'alouettes, de champignons et de bactéries dans les espaces. Ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi la perte de la nature, la perte de la capacité de la nature à s'adapter, la perte de la diversité des écosystèmes, et donc, par voie de conséquence, la perte des fonctionnalités écologiques qui, quand elles sont anthropocentrées, quand on regarde les bénéfices que ça nous apporte, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc c'est ça, l'effondrement du vivant, c'est la disparition du fonctionnement de la Terre et donc de toutes les composantes qui l'habitent. Et s'agissant des pollinisateurs, les causes de la biodiversité sont élargissables à l'ensemble du vivant, c'est, tu l'as dit, la pollution, tout azimut. Tous les espaces sont pollués, comme la haute montagne ou le fin fond des mers. Votre sang, vos cheveux, ceux de vos enfants, ceux qui viennent de naître, un bébé dans un utérus. Tout est pollué. Première cause, on intoxique l'ensemble des milieux. Deuxième cause, destruction des habitats. On a une vitesse d'artificialisation des sols en France métropolitaine qui est de 50 000 hectares par an. C'est-à-dire que ça fait un terrain de foot toutes les 5 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ça, c'est la vitesse moyenne. Et évidemment, ces deux causes, on entraîne une troisième qu'on met au-dessus de toutes, mais qui finalement est une conséquence, et je ne la dénigre pas du tout, je ne la dévalorise pas du tout en disant ça, c'est les changements climatiques. La Terre brûle parce que les milieux naturels sont pollués et parce que les milieux naturels sont détruits. C'est ça qui entraîne l'embrasement climatique et les changements globaux. Et il y a d'autres causes. La surexploitation des ressources, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui viennent dans des milieux perturbés, des milieux affaiblis, et bien prendre la place parce qu'elles ont, et la plupart du temps les espèces exotiques ne peuvent pas s'installer dans un milieu, mais celles-là sont pourvues de capacités d'adaptation, de capacités d'évolution qui collent parfaitement avec le trou qu'on a créé. L'appel d'air, elles y arrivent, elles sont adaptées, elles se répandent de façon inarrêtable. Alors ça pose de gros problèmes dans les îles, évidemment les milieux sont très sensibles, un peu moins sur les milieux continentaux. Mais donc voilà, les causes sont finalement assez simples. Pollution, destruction et morcellement des habitats, changement climatique, donc qui est une conséquence et qui devient une cause aggravante, surexploitation des ressources et espèces exotiques envahissantes. Voilà. Et ça c'est valable pour l'ensemble des insectes. Vous entendez souvent parler de cette étude de 2017 qui était publiée dans PLOS ONE, ça vous parle pas, mais entre 75 et 82% de la biomasse des insectes volants a disparu en 30 ans en Allemagne. C'est ça la vraie phrase. C'est pas 80% des insectes ont disparu en Europe. C'est peut-être vrai, mais c'est pas ça. L'étude n'a pas démontré ça. Par contre, il y a une étude 2 ans plus récente, pas dans PLOS ONE mais dans Nature, qui a été coordonnée par Sebol, donc 2019, qui pendant 10 ans n'a pas suivi 26 sites, comme l'étude d'avant, mais on a suivi 300, 150 prairies et 140 forêts pendant 10 ans. Et bien pendant 10 ans, entre 2007 et 2018, on a vu plonger de 67% la biomasse, c'est-à-dire qu'on a perdu les 2 tiers du poids des insectes en 10 ans. On a perdu 78% de l'abondance, c'est-à-dire 8 individus sur 10. Il manque 8 insectes sur 10 par rapport à il y a 10 ans. Et 34% des espèces, un tiers des espèces en 10 ans. Ces chiffres sont totalement catastrophiques parce qu'on fait appel là à des fonctionnalités écologiques majeures. Alors certes, les oiseaux vont disparaître, mais les plantes aussi. 9 plantes sur 10 sur la planète sont là parce que la génération précédente, il y a des insectes qui sont baladés sur les fleurs et qui ont assuré le transport du pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle, ce qu'on appelle la pollinisation. Vous enlevez les insectes, vous enlevez 9 plantes sur 10. S'agissant de notre alimentation directement, c'est les 3 quarts de la diversité de ce qu'on mange qui dépendent directement de l'activité pollinisatrice des insectes. Alors ça fait que, parfois vous entendez que c'est que le tiers. Oui, en tonnage c'est vrai, c'est que 35% du tonnage. Puisque les plus gros volumes produits ne dépendent pas des insectes.
c'est des plantes anémophiles dont le pollen est transporté par le vent. Le riz, le blé, le sel, le maïs, les graminées, quoi. Mais on ne va pas s'en sortir avec du sucre lent. Il nous faut un peu de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'oligo-éléments. C'est pas dans les céréales qu'on va les trouver. Et donc, effectivement, la sécurité alimentaire, la santé de l'humanité et la santé de la planète sont sont menacées à court, voire très court terme. Donc c'est réjouissant. Alors, moi j'ai essayé d'être un peu provocateur, parce que moi j'ai lu dans l'éloge de l'Alouette de Francis Gravel, vous nous parlez d'une solution que des élus ont trouvée, qui va, je pense, résoudre l'ensemble des problèmes. C'est une serre tropicale. Donc c'était de l'ironie. Parce que je crois qu'il va y avoir des millions d'euros qui vont être dépensés pour faire ça. Expliquez tout ce que c'est quand même, parce que par rapport à ce constat accablant du gaz, la solution, ce serait ça. Un budget de 75 millions d'euros à peu près. Donc c'est un projet qui s'appelle Tropicalia, tout près de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Voilà. Qui est un projet de la plus grande serre tropicale du monde. Mais c'est quand même pas rien. Oui. Il y a un vrai effort. Oui, donc c'est du méga projet avec une espérance de 500 000 visiteurs par an, donc on est dans le lourd. Alors, on en pense ce qu'on en veut. Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça aberrant et révoltant. Bien. De proposer des papillons exotiques, des colibris. Donc ils ont effectivement choisi le colibri comme emblème. Là, la récupération, elle est quand même assez totale. Bon. Donc voilà, donc tout pour moi indique que c'est le genre de projet absolument aberrant, c'est du capitalisme vert, du greenwashing puissance, voilà, c'est habillé vert fluo, que ça en fait mal aux yeux. Voilà, alors le projet a du mal quand même en ce moment à se mettre en place. A priori, il y a un permis de construire. Par contre, le dossier pour l'ICPE, c'est-à-dire, je ne sais plus comment ça veut dire, protection de l'environnement à la fin, voilà. Là n'est pas encore acté, donc c'est pas gagné. Beaucoup d'associations se battent contre ce projet. C'est vrai que d'amener des espèces exotiques, tropicales, je pense, chez nous, alors qu'autour, on a une diminution de la faune locale, des oiseaux notamment, c'est un peu... voilà, donc voilà pour ce qui est de Tropicalia, ma joie à la possibilité de cette chose. Voilà, alors vous avez prononcé, excusez-moi, je vais juste lire un petit passage, parce que là c'est juste approprié de votre texte. Tous les poètes sont formels, donc vous parlez à l'Alouette, évidemment. Vous incarnez la joie, vous êtes l'allégresse au-dessus des champs et des prés. C'est une évidence, un fait, une matérialité. Partant de là, associer votre déclin à la perte de la joie dans nos vies est une tentation à laquelle je cède volontiers. Vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Francis? Oui, réagir en positif, parce que je ne voudrais pas que tu dises du négatif. On a eu un magnifique projet qui a duré quelques années dans l'Isère, de Center Park. Oui, bah oui, c'est là, vous prenez mon créneau, là. Non, mais alors on a gagné le projet. Le projet a été annulé, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a peu de victoires. Les sous les ponts de la Terre n'ont pas été dissous. Il y a peu de victoires, la 69, il y a 100 000 personnes. On commence à voir des choses bouger, et donc des projets complètement aberrants qui, sous la mobilisation des assauts, mais ça ne suffit pas. C'est une question de rapport de force, et donc il faut du grand public. C'est pour ça qu'il faut entraîner un maximum de monde avec des élus, avec des journalistes, avec des relayeurs qui vont le faire de façon plus subtile ou plus comique. On a besoin de... C'est par le nombre qu'on peut remporter ces batailles. Quand on a 5% de la population qui se mobilise, les élus sont morts de rien. En général, on est moins de 5%. Si on était 20%, je vous assure qu'ils commenceraient à serrer les fesses. Et si on était 50%, ils n'oseraient même pas nous demander. Alors justement, merci, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure. Justement, pour voir les solutions éventuelles, hein, vous en avez évoqué cette mobilisation citoyenne, bien évidemment. Francis, vous parlez que l'indignation ne suffit pas. Et je voudrais qu'on parle quand même, ce serait quand même triste d'avoir fini ce débat sans avoir cité une personne quand même, qui est une alerteuse américaine, hein, dont vous citez d'ailleurs plusieurs personnalités dans votre livre. Hein. Parlez-nous de Rachel Carson quand même. Hein, parce que oui, là, il y a... évidemment, c'est un nom majeur qui, bon, forcément, qui est connu de tous
tous ceux qui s'intéressent. Rappelons-le. Et voilà. Alors, Rachel Carson était une océanographe américaine qui a publié en 1962 Printemps silencieux. Donc une étude très très documentée pendant de nombreuses années. Donc pendant toutes les années 50, elle s'est documentée, bon c'est une scientifique, hein, très très précisément sur les effets du DDT. Voilà, donc l'insecticide de l'époque. Si je peux vous couper, elle a voulu présenter un livre en 1945 sur le DDT, hein, et elle n'a pas pu trouver un éditeur. Peut-être, d'accord, merci. Voilà. Donc voilà, donc elle y va quand même assez fort en prouvant quand même scientifiquement que le DDT a des effets toxiques néfastes pour l'être humain, pour les oiseaux. D'ailleurs, le titre Printemps silencieux signifie qu'un jour, on n'entendra plus les oiseaux. C'est ça la signification du titre du livre. Alors, c'est un livre célèbre à plusieurs titres, surtout parce qu'il a fait bouger les lignes. La législation américaine pour interdire le DDT a commencé peut-être 2-3 ans après, jusque peut-être 1970, donc, et sous l'influence quand même de ce livre, ce qui est absolument exceptionnel. Qu'un livre puisse changer quelque chose, c'est très rare. Donc voilà, donc Rachel Carson est un nom qui brille au firmament de la lutte écologique. Voilà. Juste pour le côté franco-français, je vous rappelle que la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, a été créée en 1912. Hein, et on a un animateur médiatique, Dubourg, qui a été quand même une figure, hein, on peut le dire, d'alerte sur les oiseaux. Et on va rebondir là-dessus sur les sociaux, parce que vous dites, Francis, dans votre livre, que l'indignation ne suffit pas. Hein, et donc, c'est quoi les solutions? Hugues a déjà un peu évoqué ça, mais c'est quoi les solutions pour renverser cette tendance-là? Alors, les solutions, elles sont multiples. Hein. Premièrement, je rejoins Hugues dans la nécessité absolue d'un certain militantisme qui peut prendre différentes formes. Évidemment, des mouvements tels que les Soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion sont absolument magnifiques. Voilà, ça c'est de la réaction, c'est de la radicalité, une radicalité absolument nécessaire. Voilà, je veux dire. En plus, on est une victoire. Hier, on a quand même eu l'annonce que c'est le Conseil constitutionnel, c'est ça, qui a abrogé le Conseil d'État qui a abrogé le projet de M. Darmanin. C'est une très bonne chose tout de même, enfin, c'était un minimum. Donc voilà, pour améliorer les choses, il y a d'abord le militantisme, mais le militantisme, ça peut vouloir dire des choses très très différentes. Ensuite, d'un point de vue absolument inverse, à l'opposé de l'échelle, comme je l'explique, la sensibilité. Donc un philosophe de la nature appelé Baptiste Morisot parle d'une crise de la sensibilité. J'y crois beaucoup, oui. On est devenu moins sensible à la nature. On pourrait développer les raisons, un éloignement qui s'est fait petit à petit, voilà. Mais cette sensibilité qui doit être quelque chose de direct, ça doit nous affecter directement. Voilà. Et donc voilà, donc il y a plusieurs choses, on peut travailler sur soi. Donc, alors j'ai peut-être mis ah oui, il y a peut-être un paragraphe où j'ai dit les indignations ne suffisent pas. D'un côté, l'indignation est quand même peut-être au départ. Voilà, disons qu'il faut peut-être la dépasser. Voilà, c'est peut-être ça, je précise mon propos. Je vous lis là, c'est un propos. Les hommes ont une fâcheuse tendance à l'amnésie. Ils oublient les arbres, les prés, les champs. Ils oublient ce qui a un jour poussé sous les rails des TGV, sous le macadam des autoroutes et les parkings des zones commerciales. Ils oublient la faune qui peuplait les campagnes ordinaires, dont vous étiez une hôtesse à demeure. Alors, Hugues, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, alors, vous qui êtes, peut-être comme nous tous, mais encore un peu plus sur des pratiques, hein, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par exemple, dans notre vie quotidienne, dans notre jardin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, ou au niveau collectif aussi, hein, bien évidemment. Oui, parce que c'est ça déjà la première réponse, c'est qu'il va falloir qu'on aille à tous les niveaux, et il ne va pas falloir qu'on attende que les pouvoirs publics fassent quelque chose, ils ne pourront pas se contenter que les entreprises fassent quelque chose, on va démarrer, mais on ne pourra pas non plus se contenter que du grand public. Les espaces privés, c'est 10-20% à peu près de la surface, donc évidemment, modifier 10 à 20%
surface, ça ne suffira pas. Il va falloir que les privés, les propriétaires, l'agriculture puissent se mettre en marche. Et donc ça veut dire de partager le territoire dans l'espace et dans le temps, de laisser des zones de ressources, évidemment connectées avec une diversité d'habitats, de micro-habitats, bref, laisser les milieux naturels se reconstituer et les laisser vivre. Donc c'est ni plus ni moins que de la renaturation d'espace qui peut être active, génie écologique, avec toutes les erreurs ou les choix arbitraires qu'on peut faire qui ne sont pas forcément les plus adaptés au climat et à l'exposition, à l'hygrométrie et à tous ces changements en cours qu'on maîtrise encore très très mal. Et donc peut-être laisser faire les choses, ça veut dire laisser réensauvager ces choses-là. Et donc dans les espaces qui ont été modifiés, les espaces urbanisés, ça consiste à déminéraliser, c'est-à-dire enlever la surface qui empêche les contacts entre l'air et le sol, pour éviter par exemple de mettre 70% de l'eau qui tombe dans une ville dans les égouts, alors qu'on pourrait par exemple les mettre à la parcelle, dans les champs. Je crois que l'équivalent de la consommation en eau humaine et en industrie, ça doit être à peu près l'équivalent de la consommation en eau de l'agriculture. Et en fait, tout ce qui tombe et tout ce qu'on appelle les eaux usées pourrait être réutilisé après filtration, après décantation dans des espaces agricoles et non pas engorger les réseaux d'eau pour partir à la mer et accélérer d'ailleurs le transport de tous les polluants, puisque 80-90% des polluants qui arrivent dans la mer viennent par les rivières. Et donc une fois qu'on a enlevé le béton, le ciment, etc., il faudrait désuniformiser les habitats, parce que la première chose qu'on fait quand un humain arrive sur un habitat, c'est qu'il va araser le terrain. Et il va détruire ce qu'on appelle les accidents de terrain. Les trous, les bosses, les cailloux, les bois morts, tout ce qui servait à créer des micro-habitats, des refuges, des espaces de nidification, des espaces d'hivernage. Forcément, la faune a un peu du mal à se maintenir là. Alors la flore arrive par-ci par-là, les oiseaux qui peuvent se déplacer un peu plus passent un peu mieux que les autres qui ont besoin de buissons. Et il va falloir évidemment aussi végétaliser, ou laisser végétaliser ces choses-là, diversifier les habitats et les connecter. Et donc ça veut dire replanter massivement des bosquets, des prairies ou des boisements. En France, on a coupé entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de haies, à peu près 75% de nos haies. Ça fait 50 fois le tour de la Terre, entre 40 et 50 fois le tour de la Terre. Donc quand on entend on va planter 50 000 kilomètres de haies, c'est chouette, mais c'est ce qui a disparu dans le département de la Manche. Donc en fait, ça ne va pas suffire. Et ça, tout le monde peut y participer. Alors, où, quand, comment? Dans les jardins, dans les résidences, dans les copropriétés, dans les campus, dans les hôpitaux, dans les casernes, dans les espaces à grande emprise foncière et les grands propriétaires fonciers, dans les zones d'activité commerciale, dans les zones de stockage, dans les entreprises. Et alors je vais vous donner quelques chiffres, je ne les ai pas pour tous, mais les jardins privés en France, ceux qui ont une maison avec un jardin, les jardins représentent 1 million d'hectares en France. Donc ça ne vous parle pas, évidemment. Non plus, je fasse la translation. Et 1 million d'hectares, c'est presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles françaises. Donc j'inverse le calcul. Si chacun qui a un jardin rend un quart de son jardin à la nature, on multiplie par 2 les surfaces naturelles françaises. Et là, je ne vous parle pas encore de tous les millions d'hectares que je viens d'évoquer, les résidences, les copropriétés, les campus, les casernes, etc. Donc on a une manne incroyable. Et évidemment, il va falloir qu'on redessine la gestion des espaces au travers des usages, et des vrais usages. Et notamment, alors ça c'est la deuxième partie, la première, elle consiste à commencer par modifier l'habitat sur les espaces sur lesquels on ne va pas. Les espaces non productifs, les milieux agricoles. Le fond du jardin, on n'y va même pas. À quoi ça sert de tondre si on n'y va pas? À quoi ça sert de couper ou de gérer un espace derrière un bâtiment quand on n'exploite pas? Alors que ça pourrait être un espace de refuge, un espace de ressources, un espace de nidification ou d'hivernage pour la faune environnante. Alors tout ça, évidemment, ça consiste à réinstaller ou laisser réinstaller une dynamique végétale, des plantes herbacées, des arbustes, des bonsaïs, des arbres, etc. Mais surtout et avant tout, parce que l'ingénierie humaine a trouvé ces 3 petites lettres qui s'appellent ERC, ça ne parle pas à tout le monde, mais certainement à quelques-uns, éviter, réduire, compenser, qui est la manière dont on traite la nature. On a besoin de faire une industrie, et la première mesure c'est de l'éviter. Ouais, mais l'éviter c'est quand même pas possible parce qu'il faudrait qu'elle soit là, l'industrie, et pas qu'elle soit à 50 km. Donc on vire le E qui est la seule mesure qu'on peut avoir pour la nature, c'est éviter de la détruire. On va réduire, donc on va passer, pas au milieu de la zone humide, mais un petit peu sur le côté. Finalement, c'est la détruire, mais diluer dans le temps. Et la troisième, c'est compenser, c'est qu'on va passer en plein milieu et on va aller creuser un trou et mettre de l'eau derrière. Donc en fait, c'est une blague. On ne peut pas remplacer des arbres adultes qui ont des centaines d'années, qui vivent plus d'un millier d'années pour certains, en les remplaçant par même 10 petites baguettes. Parce que les fonctionnalités, elles sont là dans 30 ou 50 ans au moins. Et on les attend. Et donc il va falloir, c'est ça, laisser de la place. Peut-être accepter,
redécouvrir, renouer des liens. Vous poser par terre, avoir froid, subir la pluie, le chaud, en ce moment c'est parfois un peu compliqué, le vent, les odeurs, les sons, le toucher, toutes ces choses-là font qu'on s'est décroché de la nature et il n'y a qu'à voir dans quel environnement on est. Tous ces environnements artificiels, ou même quand on a des traces de nature, ils ont été quand même largement modifiés. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que je serais capable de parler très longtemps, mais je vous ai amené des choses pour aller un petit peu plus loin. Alors comme on travaille beaucoup sur les pollinisateurs, si ça vous intéresse, on mène les assises nationales des insectes pollinisateurs, alors c'est mercredi et jeudi prochain, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous inscrire, et c'est à Besançon. Je vous ai amené un petit guide sur l'évaluation des capacités d'accueil d'un jardin au travers du prisme des besoins des pollinisateurs. Mais quand on dit pollinisateurs en France métropolitaine, 1000 espèces d'abeilles, 9000 hyménoptères, 5700 papillons, 9285 mouches et des milliers de coléoptères qui vont dans les fleurs. C'est-à-dire quand on prononce le mot pollinisateur en France, c'est pas l'abeille de ruche, c'est plus de 20 000 espèces. Et donc avec des besoins très très différents. Donc répondre aux besoins des pollinisateurs, ça permet de répondre bien plus largement à la biodiversité. Donc je vous en ai donné quelques-uns, mais il est disponible aussi en application, vous pouvez la voir. Et si vous voulez un petit peu plus loin, on a fait un podcast avec Baleine sous Gravillon sur les insectes et les auxiliaires de culture. Et si vous avez des amis qui sont un peu réticents à tout ça, eh ben on a sorti une petite web-série avec Merlin, les acteurs de Merlin et Perceval de Kaamelott, 6 petits épisodes de moins de 2 minutes qui traitent de biodiversité, de partage du territoire, de pollinisateurs, etc. dans son jardin et de ce qu'on peut y faire au travers de ses activités quotidiennes. Donc n'hésitez pas à le faire dans votre jardin, à inciter vos voisins, à inciter vos amis et surtout à secouer les services municipaux qui peuvent et qui doivent s'investir aussi dans ce changement de paradigme, ce changement de relation qu'on a avec le vivant et le vivant proche. Merci. Là, vous... Pour finir, Francis, rapidement, vous parlez, en faisant référence à Philippe Dubois, du syndrome de la référence changeante. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, alors c'est un concept tiré d'un livre qui s'appelle Le chagrin écologique de M. Dubois. Son nom, ça doit être Jean, je sais plus. Alors, Dubois, je sais plus. Non, Philippe, je ne sais pas. Le chagrin écologique au seuil, c'est magnifique, c'est très court, va à l'essentiel. Donc le syndrome de la référence changeante, ça paraît compliqué, c'est très simple, c'est que notre mémoire, elle fonctionne par rapport à notre propre biographie et non pas à la génération qui a précédé ou 2 générations. Alors qu'en matière de nature et d'écologie, il faudrait à chaque fois avoir cette référence-là parce qu'elle amène à une amnésie. Nos références changent à chaque génération. Donc cet auteur cite simplement quand il avait 10 ans, il allait avec son père à tel endroit et il parlait des alouettes. Et son père disait qu'il avait beaucoup plus de montant. Et lui va faire la même remarque à son fils, donc une génération suivante. Et finalement, sa référence a changé. Elle est beaucoup plus basse. Voilà. Donc voilà, ça c'est un problème de l'amnésie écologique. Voilà, peut-être un autre livre, je peux citer des gens. Donc Jean-Philippe Pierron, qui est Jeu est à nous. Un magnifique livre de réflexion et propose aussi un concept qui s'appelle l'éco-biographie. Finalement, chacun dans notre vie, on a une histoire de lien avec la nature. Alors ils peuvent être très forts ou très ponctuels, des rencontres animales ou autres, ça nous constitue, ça fait au long d'une vie, on pourrait faire une éco-biographie. Voilà, c'est peut-être des réflexions, mais d'un autre côté, ça correspond à quelque chose de très concret pour essayer de renouer ce lien dont tu parlais, le lien, le contact avec la nature, oui, c'est peut-être assez simple et naïf à dire, mais c'est la base. Voilà. Et il y a un autre point sur l'amnésie environnementale. Il y a cette amnésie générationnelle, et il y a ceux qui ne passent pas le temps dans la nature, en fait, chaque année, perdent un petit peu de leur référentiel. Alors, comme il étudie les oiseaux, évidemment, il a un bon référentiel, il peut s'y référer. Mais si on ne le fait pas, si on n'a pas de référence, en fait, on a une dégradation à bas bruit. Et notre référentiel se dégrade, et en fait, on ne se réveille pas. C'est compliqué de se réveiller face à cette ampleur. Et c'est pour ça qu'il faut toujours aller prendre des années de recul ou pouvoir se baser sur des études scientifiques qui sont factuelles. Alors, on a 10 minutes là pour des questions ou vos réflexions, hein, bien sûr. Merci, c'est super. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Parlez bien le micro. Sur le dernier point de vue, qui est le petit bouquin de Cynthia Fleury là, qui rassemble un certain nombre d'universitaires qui s'appelle Le souci de la nature.
qui parle exactement de ce point, effectivement, de déconnexion sur les jeunes générations. Je ne voudrais pas qu'on oublie les chats non plus, qui tuent en fait des milliards d'oiseaux tous les ans. Je pense que là, il y a une responsabilité sur les propriétaires de chats, de façon à ce que, éventuellement, s'ils mettent un petit refuge FPO qui ne soit pas accessible par les chats, et puis qui stérilisent les chats, on a suffisamment de chats. On dit que c'est le deuxième ou le troisième prédateur d'oiseaux. Sur la prédation d'oiseaux, ça se tire à droit avec la pollution. Bonne question. Bonjour. C'est bon, on vous entend. Vous avez parlé de jardins privés, de casernes, etc. Moi j'habite à Paris, petite copropriété, 3 étages, une cour pavée, à côté une petite copropriété, 3 étages, une cour pavée aussi, puis un bout de jardin, un arbre de 15 mètres de haut. Jeudi, l'arbre a été abattu. Une copropriétaire de la copropriété d'un côté prétextant que l'arbre était sur sa partie engazonnée. Elle dit c'est mon arbre, je l'abats. Il a été coupé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien parce qu'il n'y a aucun arbre qui est protégé, la vie n'est pas protégée sur Terre, il y a l'humanité qui a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, pardon, je vais mettre de français, tout ce qu'elle veut, et c'est encore plus encouragé si on peut gagner un peu plus d'argent. Même les arbres remarquables, il n'y a pas de protection, les seules protections qu'il peut y avoir sur les arbres, c'est les espaces boisés classés, et tous ces statuts de protection, même les plus hauts qui existent, peuvent être balayés d'un revers de main avec une DPU, une déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous faire du bien, pour le bien de la société, on peut construire une autoroute au milieu d'une zone humide, on peut abattre un arbre pour construire un immeuble, etc. Et donc là, sur les questions de propriété privée, c'est terrible quand on n'acceptera pas de comprendre qu'en fait on est des locataires très temporaires sur cette planète et qu'on n'est pas possesseurs en fait, de l'environnement qui nous entoure. Et on restera avec une hiérarchisation de la nature et un foulage au pied de tout ce qui nous permet de vivre, de survivre, qui plus est dans les périodes de canicule. C'est terrible, il va falloir qu'on inverse ça, il va falloir qu'à un moment quelqu'un, au niveau régional, au niveau national, au niveau international, puisse dire non, tu peux pas faire ça parce que ça nuit au bien commun en fait. Mais ça c'est pas encore acceptable parce qu'on gagne pas d'argent à ne pas faire de choses, c'est plutôt l'inverse qui nous permet de vivre et de croître et de progresser et de se développer. Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse. Philippe. Oui, bonjour. Moi je suis prof de SVT, j'habite en montagne. Quand est-ce que vous venez? J'ai la même idée là. C'est-à-dire quand vous voulez, c'est quoi le... En fait, voilà, moi je fais beaucoup de montagne avec mes enfants, enfin je dis mes enfants plutôt que mes élèves. Et je pense que c'est important pour... Enfin, moi je fais de l'éducation à l'environnement. Et j'aimerais bien en fait que j'ai fait venir des glaciologues, des climatologues, mais des spécialistes comme ça, des arthropodes. Je pense que c'est important aussi que les enfants puissent voir ce que c'est que des petites bêtes et comprennent que ces invisibles, on leur doit la vie. Et j'aimerais bien en fait que vous veniez pour leur expliquer ça, parce que quand c'est moi qui le dis, je suis le prof, j'ai l'étiquette prof. Mais quand c'est un scientifique ou une personne autre qui vient expliquer cela, eh bien, c'est une autre portée. Voilà. Vous êtes où? Je suis en Savoie, le plus haut collège de France, qui est Modane, à 1100 mètres d'altitude. Okay. Mais vous avez raison, j'interviens souvent dans des universités, des choses comme ça, et effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne suis pas le prof, moi je viens de leur raconter, je leur parle de l'émerveillement de la nature. C'est facile. C'est facile quand on ne rentre pas sur les causes du déclin et les mesures à prendre. Émerveillé avec la nature, c'est facile. On a une matière infinie devant nous, donc c'est simple ici, mais bravo pour ce que vous faites. Et ouais, je veux bien qu'on échange les coordonnées, pas de challenge. Ça sera avec plaisir. Autre question ou réflexion, Marie-Christine? Ça marche. Juste pour citer l'exemple récent de Poitiers, qui a encouragé toutes les écoles, les classes, en commençant par les maternelles, à avoir une demi-journée par semaine dehors. Avec le principe, il n'y a pas de mauvaise météo, il y a que des enfants mal habillés. Et avec un travail, pour que ça marche, je le dis pour ceux qui veulent reproduire, il y a eu un travail énorme avec les parents pour les prévenir à quoi ça sert la méthode. Un travail énorme avec les auxiliaires d'éducation dans les classes pour dire ils vont revenir crotter, vous allez avoir plus de travail. Donc ce jour-là, c'est les parents qui enlèvent les bottes et qui ramènent un sac plastique, tout ça. Et un travail énorme avec les ouvriers de la ville
pour leur dire le jour où les gamins viennent dans le parc, il n'y a pas de tronçonneuse, etc. Mais si la veille, il y a des feuilles tombées, ne les ramassez pas. S'il y a eu un arbre coupé, laissez les tranches pour que les élèves voient. Et ça répond totalement à l'histoire de sensibilité. Bien sûr, c'est mieux d'aller dans la vraie nature. Mais au moins, à Poitiers, on va former des petits urbains sensibles. Et ça commence aussi par là. Comme on en est au moment des initiatives locales, je vais parler de Montreuil. Ouais, à Montreuil, donc, effectivement, il y a des débats sur les arbres, mais il y a quand même une initiative d'Est Ensemble qui est la communauté de communes où on va replanter beaucoup d'arbres, mais aussi beaucoup d'arbres dans les jardins privatifs. Et donc, en fait, on va aussi pouvoir être donc, accompagné en tant que propriétaire de maisons, de pavillons, etc., qui avons un espace, de façon à créer les meilleures conditions pour la biodiversité. Et enfin, je voudrais citer une artiste qui a fait une cartographie du monde où elle indique en fait quels seraient les meilleurs végétaux à planter en fonction des conditions de terre et météo, de façon à maximiser la biodiversité. Donc ça, c'est un travail artistique assez remarquable d'une Anglaise qui s'appelle Ginsberg. Et je vous invite à regarder ça aussi si vous êtes intéressé par le sujet. Je ne suis pas allé faire sur mon cadastre, mais je pense qu'elle a cartographié le monde et elle a dit, si vous voulez augmenter la biodiversité, notamment de pollinisation, voilà le type de plantes à planter ici, et comment, et en permaculture, etc. Formidable. Je vais réagir sur votre intervention parce qu'il y a de plus en plus de profs qui se forment à ces activités-là. Il y a même une activité nationale qui consiste à former à l'école du dehors. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Et là, c'est tous les jours de l'année, ils sont dehors. Hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, etc. Qu'il fasse -5 dehors. Les enfants passent leur journée dehors. Il suffit effectivement, comme vous l'avez dit, qu'ils soient habillés. Et ça, c'est primordial. On revient sur le lien de la quantité et de la qualité de nature qu'on côtoie dépend notre santé physique, notre santé morale, notre santé psychique, notre rémission, notre prise de médicaments, notre agressivité, et c'est mesuré dans les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, les maternelles, les prisons. Mais, pour aller plus loin, de la quantité et de la qualité de nature que côtoie un enfant entre 5 et 15 ans, on est en plein dedans, dépendent toutes les relations qu'il aura avec la nature jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est primordial de l'immerger tôt et de l'immerger fréquemment dans la nature. Et une étude récente montre que, ça a été sur 2 ans, montre que le biome, la flore intestinale des enfants qui sortent ou qui ont des cours végétalisés est complètement différent du biome de ceux qui ont des cours en macadam ou qui ne sortent pas. Ça veut dire un système immunitaire bien plus performant. Une question aussi. Moi j'ai une question. Du coup, en tant que Parisien qui a toujours vécu à Paris. Mettez bien votre micro, ça va. Enfin, du coup, c'est super, je trouve ça super intéressant quand sur l'immersion dans la nature, etc. Donc, je sais que, personnellement, j'essaie vachement de me rapprocher de la nature parce que je suis une Parisienne qui a toujours vécu à Paris et je bosse dans la RSE. Mais du coup, je me demande comment en fait on apprend ces connaissances sur la nature quand vous parlez de planter par exemple des haies ou j'en sais rien. Moi, je ne sais pas du tout, j'ai aucune connaissance en jardinage, aucune connaissance en nature, etc. Et si je ne veux pas faire des études, je ne sais pas, en biologie ou quelque chose comme ça, comment on fait pour se. Moi je sais que je ne vais pas habiter toute ma vie à Paris non plus, mais comment on fait pour pas. J'ai l'impression que c'est un peu marginal, toutes ces fermes justement de permaculture, etc. Je ne sais pas comment on fait pour s'approcher de la nature sans aller s'enterrer dans une ferme de permaculture et essayer d'apprendre des choses un peu plus. Voilà. Ce serait bien que l'État nous accompagne, par exemple, les services de l'État. Il y a des choses pour les jeunes, des choses pour Et comme l'État est démissionnaire là-dessus, comme sur beaucoup d'autres sujets, en fait, il y a des gens qui sont réunis avec un même objectif, qui se sont regroupés et qui peuvent vous accompagner. C'est ce qu'on appelle les associations. Ceux qui apprend le français au primo arrivant, fait les courses VNE, voilà, ce genre de choses, ou essaie de protéger la nature. Donc il y a des associations en région parisienne qui peuvent tout à fait vous accompagner, vous donner les outils, vous former, ou bien, d'ailleurs ça peut être à bénéfice réciproque, vous allez participer à des activités de plantation sur un espace quel qu'il soit, et vous apprenez les techniques, les moyens d'aller récolter, de praliner, quoi planter, où, quand, comment. Voilà. Et donc il y a des modalités quand même à connaître, il faut
ou vous vous faites accompagner, vous suivez, vous faites le manard, ou bien vous faites le manard et vous apprenez pour pouvoir après diriger un... Plutôt des cours, du volontariat, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. En bénévole, il suffit d'adhérer ou de participer à des activités, des assos parisiennes qui, sans aucun doute, plantent des haies, des bosquets, creusent des mares, etc. Enfin, c'est sûr. Allez, on est généreux, donc une dernière question. Ouais, c'était pas moins une question une réflexion. Un constat un peu pessimiste. Je rebondis sur le sujet d'école à la nature. Je suis père d'un petit qui est en maternelle dans la ville de Rennes et les instituts sont très motrices sur l'école à la nature. Par contre, ça nécessite un accompagnement des parents pour d'un point de vue sécurité. J'en ai discuté avec l'institut encore hier. Je suis le seul inscrit et du coup, le projet risque de tomber à l'eau. Ça nécessite de resensibiliser aussi les adultes pour que ça fonctionne et qu'ils prennent du temps pour accompagner et que ça fonctionne. Merci. Alors moi je n'avais pas prévu, je vais conclure là-dessus parce que vous me faites penser à toutes vos réflexions. Vous l'avez prononcé, Francis, le mot de capitalisme vert. Il faut rappeler, moi je trouve que ça donne de l'espoir, il faut rappeler que nous n'avons pas vécu sous ce mode qu'on a décrit, du capitalisme industriel qui est apparu, qui a commencé à détruire la nature à partir de la fin du 15e et du début du 16e. Et ça s'est pointé, dès le 17e il y a déjà des alerteurs, etc. Et je pense à Philippe Descola, qui, ce capitalisme-là, qui est devenu industriel de plus en plus industriel, nous a imposé un mode d'existence, un rapport au monde qu'il a appelé naturalisme, c'est-à-dire coupé de la nature. C'est-à-dire, nous, êtres humains, en tout cas blancs et d'Europe, parce que c'est ça qu'il faut dire, avons imposé ce mode d'existence et de rapport au monde. Mais il en existe trois autres, et je vous renvoie à Philippe Descola par la nature et culture. Il existait le totémisme, il existe encore, l'animisme et l'analogisme. Et tous ces trois modes d'existence des peuples racines, comme on appelle, étaient extrêmement, même pas branchés avec la nature, ils étaient la nature. Et c'est d'ailleurs un slogan qui revient. Voilà. Donc moi je trouve que ça donne de l'espoir d'arrêter d'être, d'abord de désigner coupable un système de politique et économique, et puis d'imaginer que les humains sur cette terre ont déjà depuis longtemps inventé d'autres rapports et de conditions d'existence. Voilà. Merci beaucoup à vous.